Non, je pense qu'on est vraiment entre nous. Voilà, donc moi pour ma part et sans transition, moi j'ai pris le parti de travailler à partir du dernier livre de François, À quoi sert le droit. En fait, tout est parti finalement pour moi d'une réflexion que j'ai depuis un certain temps sur l'essence même de ce qui fait le droit, et qui m'est venue suite au travail du SIEJ sur les sources revisitées, où finalement on avait commencé à intégrer dans le droit des choses très très différentes. Hein, c'est l'hypothèse notamment du droit global de l'école de Bruxelles friedmanienne, si j'ose dire. Et suite à ça, on en avait parlé avec François. Moi, j'avais écrit un petit article sur le soft law et les deux droits, justement, dans les sources du droit revisité, qui essayait déjà de pousser un petit peu cette réflexion sur ce qui fait la particularité du droit. Et puis François, comme à son habitude, lui, il est carrément venu avec un livre, À quoi sert le droit, et il a répondu à la question. Ceci étant dit, moi j'ai voulu justement, à partir de ce livre, essayer de pousser un peu plus loin encore la réflexion sur l'une des finalités intrinsèques qu'il évoque, donc ces fameuses finalités qui sont propres au droit, et celle qui me paraît, en tout cas à moi, être la plus essentielle, la plus centrale, celle qui consiste à définir un équilibre social général. Selon François, le droit se situerait au milieu de l'espace social, assurant la médiation des intérêts antagoniques qui traversent la société, l'arbitrage, je cite, entre prétentions et valeurs concurrentes, arbitrage qui se fait à travers la loi, à travers la convention privée, à travers la décision de justice, etc. Alors la question évidemment qui se pose, c'est est-ce absolument spécifique au droit? Ne peut-on pas dire que cette finalité est également servie par la gouvernance publique, la politique, le politique? Et dans ce cas se pose évidemment de nouveau la question de la spécificité du droit. Alors François il répond à cette question, notamment en disant oui, mais la médiation juridique, par opposition à la médiation politique, a ceci de spécifique ou de distinctif qu'elle est fondée sur une technique spécifique qui tient à sa position particulière d'institution seconde. Alors c'est précisément là-dessus que je voudrais porter que j'ai voulu porter ma réflexion, en essayant de creuser cette question du droit comme technique spécifique. Et à cet égard, j'ai essayé de soutenir dans ce texte que la finalité spécifique du droit ne consiste peut-être pas tant dans le fait d'assurer un arbitrage social général, que dans celui d'organiser, d'une part, et de civiliser, d'autre part, cet arbitrage social général, même si on verra que les développements les plus récents aboutissent peut-être à finalement faire se confondre ces deux missions. J'y arriverai à la fin de mon exposé. Mais pour l'expliquer, je dois évidemment repartir sur finalement ce que c'est que l'ADN du droit, en tout cas comme moi j'essaye de le comprendre. Mon idée ici est d'adopter une approche vraiment microscopique pour essayer de comprendre ce qui est vraiment spécifiquement juridique, et qui se distingue en ce sens de l'approche plus macro qui a été celle de François. Et l'idée est, et là je reprends un petit peu, je développe ce que j'avais écrit dans le texte que je citais tout à l'heure, le soft law et les deux droits. L'idée est finalement de soutenir que le droit se distingue des autres types de pratiques et de discours par la façon très particulière qu'il a d'articuler une dimension normative, qui fait son utilité évidemment, et une dimension cognitive, qui fait sa légitimité. Alors évidemment, le droit n'est pas le seul à combiner ces deux dimensions. Je crois qu'il y a au moins 3 niveaux de combinaison différentes entre normatif et cognitif, par ordre croissant d'imbrication. Il y a d'abord le niveau le plus basique, qui est celui de l'explication. Lorsque le braqueur intime au banquier de vider son coffre, il pourra évidemment expliquer rationnellement pourquoi il le demande. Ce qui ne rend pas évidemment le coup de force légitime ou autorisé. À un deuxième niveau, celui de la justification, ou celui de la légitimité, on voit une recommandation faite par un médecin à son patient, comme étant légitimée par le fait que son auteur peut se targuer d'une connaissance particulièrement autorisée de l'objet même de la recommandation. Donc on est là dans la justification, la norme est légitimée. Et puis dans le troisième niveau, qui est un niveau, je crois, plus spécifiquement juridique, l'imbrication du normatif et du cognitif est plus étroite encore. Pensons à un arrêté adopté par le gouvernement. On peut espérer évidemment que cet arrêté obéit à de bonnes raisons, le premier niveau. On peut espérer aussi qu'il aura été fait après consultation des parties concernées, en s'adjoignant les avis d'experts, etc. Et donc, en ce sens, il est aussi légitimé par une connaissance particulière. Mais ce qui est indispensable,
ce sans quoi l'acte en question échappe au domaine du droit, c'est que son auteur entend agir sur le fondement et dans le respect, donc les deux, sur le fondement et dans le respect, d'autres normes du même type. Ainsi, le gouvernement prendra soin de s'assurer qu'une norme l'habilite à adopter cet arrêté et que ce dernier s'insère harmonieusement dans les autres normes supérieures avec lesquelles il prétend faire système. Donc la particularité de la démarche juridique, c'est que sa dimension cognitive a pour objet le normatif lui-même. C'est sa connaissance des normes antérieures que l'auteur de la norme juridique affirme quand il adopte cette norme. Donc, si l'auteur de la norme oblige en disant, c'est en vertu d'autres normes qui confère sa validité à l'acte nouvellement créé. Donc ce terme de validité ici est important, il désigne une forme de légitimité institutionnalisée. La norme est réputée légitime dès lors qu'elle prend appui sur des normes supérieures et antérieures du même type, lesquelles à leur tour reposent sur un complexe normatif qui les précède et les encadre. Et donc la thèse ici que je soutiens, c'est que cette démarche, donc édicter une norme en vertu d'autres normes qu'on prétend respecter et donc connaître, cette démarche est spécifiquement juridique, même si elle n'épuise pas la juridicité, ça je vais l'expliquer. Donc elle consiste simultanément, cette approche, à dire la règle antérieure, la règle déjà posée, et réglementer l'avenir en disant. Donc il y a une inversion aussi qui est un peu compliquée, j'essaie d'expliquer. D'un côté, dire la règle, c'est en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article X de la Constitution, en conformité avec l'article X de la Convention européenne des droits de l'homme. Ça, c'est j'insère ma production normative dans le système, et ensuite, alors, je continue. La peine de mort est abolie, que sais-je encore. Enfin, donc il y a toujours ce double mouvement qui est propre au droit et qui consiste à lier le passé et le futur. La démarche cognitive de jurisdictio amène l'acteur du droit à regarder vers l'arrière. Il inscrit toujours son action dans un paysage normatif façonné par d'autres avant lui. Il emprunte les fameuses sources formelles. Il s'appuie sur, même un contractant, il s'appuie sur l'article 1134 du Code civil. Enfin, voilà. Et en même temps, par son action normative de juris latio, il entend modeler l'avenir, produire un nouveau maillon qui bientôt sera incorporé par d'autres participants au jeu du droit dans leur propre démarche cognitive. Alors à partir de là, on peut évidemment affiner et élargir sa conception du phénomène juridique et embrasser tout le spectre de la juridicité. En constatant d'abord que si toute pratique, tout discours juridique recèle une dimension cognitive, celle-ci occupe une dimension variable en fonction de la liberté que le système laisse à l'acteur en question. Donc pour le dire brièvement, le pouvoir constituant originaire a évidemment beaucoup plus de liberté, et donc la dimension cognitive de son action est nettement moindre qu'à l'autre extrémité de la pyramide, du droit, que le juge. D'accord ? Donc il y a, si vous voulez, une dimension cognitive qui va croissante à mesure que l'on descend dans la pyramide des normes. Donc le constituant dérivé est déjà évidemment plus tenu, le législateur encore plus, etc. etc., etc. Et avec le juge, qui est vu effectivement comme étant à la base de la pyramide du droit, je propose de considérer qu'on n'arrive pas à la fin du spectre juridique, mais simplement à son croisement. Jusque-là, le pouvoir normatif, ou la dimension normative de l'acte, l'emportait sur la démarche cognitive. Le juris-lateur, constituant, législateur, exécutif, partie contractante, est d'abord et avant tout l'acteur habilité à édicter les règles. Et puis on arrive au juge. Chez le juge, les dimensions cognitives et normatives sont présentes dans des proportions exactement équivalentes. En fait, elles en viennent même à se confondre. Le verdict, la norme rendue par le juge, est censée parfaitement et entièrement être déterminée par les normes antérieures. C'est le discours officiel du droit. Le juge ne crée rien. Il connaît le droit et se contente de l'appliquer. Mais ça ne s'arrête pas là. On comprend maintenant, évidemment, quand on adopte cette grille de lecture, pourquoi le juge représente la quintessence de la juridicité. En son office se laisse contempler dans toute leur puissance les dimensions normatives et cognitives du droit. Mais, de même que le droit englobe les discours et pratiques à composante essentiellement normative et accessoirement cognitive, toute l'action des jurislateurs, il comprend aussi des actes de parole qui procèdent principalement d'une démarche cognitive et qui ne déploient que accessoirement ou accidentellement des effets normatifs. Donc là, si vous voulez, on quitte le domaine de la juris latio, la première moitié du spectre juridique,
pour passer de l'autre côté du miroir, celui de la jurisdiction, celui des acteurs qui prétendent d'abord et avant tout dire le droit, mais qui indirectement, et peut-être parfois même inconsciemment ou involontairement, contribuent aussi à le façonner, à faire évoluer la représentation sur le droit. Et donc ces diseurs de droit, mais là je ne vous apprends pas grand-chose, se répartissent en deux grandes catégories. Il y a d'abord les diseurs de droit officiels, ceux qui sont habilités par le système juridique, dont les descriptions de l'état du droit reposent sur un fondement qui est prévu par l'ordre juridique. Je pense par exemple aux avis de la section législation du Conseil d'État, aux avis de la CIJ, aux recommandations des organes onusiens de respect des droits de l'homme, etc. Mais il y a aussi une seconde catégorie des diseurs de droit, ceux qui s'expriment en dehors de tout fondement officiel, c'est-à-dire ceux dont l'opinio iuris est spontanée. Et cette deuxième catégorie, elle recouvre, je crois, et ça je pense, pour moi c'est un point vraiment essentiel, elle recouvre potentiellement tout le monde, absolument tout le monde. Pour reprendre l'expression de Hart et Negri, je dirais que cette catégorie regroupe la multitude, cette foule humaine bigarrée et irréductible, dont l'intelligence juridique individuelle est un présupposé même du droit. Donc il y a évidemment d'un côté, dans ces diseurs de droit officieux, il y a les professionnels que nous sommes, dont les travaux font autorité et dont la force normative des analyses juridiques dépendra évidemment de leur crédit, et donc de la qualité de leur travail, force normative, qui est donc la capacité à modifier la perception qu'ont les autres jurisdicteurs, que nous sommes tous aussi, de l'état du droit sur une question donnée, et donc capacité à influer sur les comportements. Mais je le répète, le domaine du droit n'est pas réservé aux seuls acteurs habilités par l'ordre juridique ou plus ou moins autorisés par un diplôme ou une connaissance particulière. Une pratique adoptée de manière générale et systématique par les membres d'une société donnée peut donner lieu à une coutume. Les standards juridiques évoluent à mesure qu'évoluent les conceptions et les représentations collectives dans une société. Et la Cour européenne des droits de l'homme elle-même s'est déjà fait l'écho, a déjà pu faire évoluer sa jurisprudence sur la base d'une évolution des mentalités. Et de manière beaucoup plus simple et routinière, c'est déjà simplement son opinio iuris qui conduit un justiciable à aller consulter un avocat, à intenter un procès, qui est susceptible d'avoir d'importantes retombées sur l'état du droit. Donc le droit et la dimension juridique, pour moi, elle était absolument partout. Elle se retrouve dans le simple acte consistant à prendre sa voiture et conduire à droite. Elle est vraiment immanente à la société. Alors évidemment, beaucoup de juristes auront des réticences à admettre que ce spectre juridique s'étire jusqu'à ces confins du quotidien. Je crois que cette réticence s'explique par le haut degré de sophistication de nos ordres juridiques modernes, sophistication qui s'est principalement opérée le long de l'axe jurislation de notre spectre, la partie essentiellement normative et accessoirement cognitive. Qui a progressivement, ce droit moderne, qui a relégué dans des profondeurs inavouables, car dépourvues de toute légitimité a priori, les discours et les pratiques à prédominance jurisdictive. Mais je crois que cette hypertrophie récente de la dimension normative ne doit pas conduire à masquer l'évidence qui est que les discours et pratiques à dimension essentiellement cognitive, donc les activités de jurisdiction, sont en réalité, historiquement et logiquement, premiers dans la genèse du droit. Les sources originaires du droit, coutumes, principes généraux, sont là pour nous le rappeler. Donc voilà le premier point qui, je pense, nous permet déjà d'avancer dans la recherche de l'ADN du droit. Celui-ci est doté d'une double hélice, une normative, l'autre cognitive. La première est tournée vers le futur, la seconde est orientée vers le passé. La première crée la norme à venir, la seconde dit la norme déjà là. Et l'empire du droit s'étend à tout discours ou pratique qui mêle, dans des proportions variées, cette double dimension. Je suis obligé d'aller un petit peu vite parce que j'ai un temps limité. Évidemment, je suis tout prêt à revenir sur tout ça après. J'en arrive évidemment maintenant avec ces présupposés à l'objectif même du travail, qui est donc de revenir sur cette finalité du droit, dont je prétends qu'elle consiste plus précisément à organiser et civiliser l'arbitrage social général. Au départ d'un constat de deux données indépassables que sont la liberté et l'altérité. Le droit est là pour organiser et civiliser le choc des libertés individuelles dont nous avons l'expérience tous les jours. La liberté est un donné indépassable de l'humain.
Et donc évidemment, c'est tout le pari du droit que d'arriver à organiser, et quand je dis civiliser, c'est légitimer les contraintes qui nous sont imposées, à notre liberté. Donc organiser, civiliser, organiser, mais c'est très simple, c'est simplement pour le droit de répartir entre différents acteurs le pouvoir d'arbitrer ces conflits. Le législateur, le juge, le constituant, enfin chacun à son niveau, opère déjà des arbitrages entre les intérêts divergents ou conflictuels. Mais, et je crois que c'est un point essentiel, il faut peut-être se départir de l'idée que ces arbitrages sont les plus fondamentaux au niveau constitutionnel et les moins importants, si je puis dire, ou les plus anecdotiques au niveau juridictionnel. Je crois que c'est exactement l'inverse. Si on part du point de vue de la liberté, l'intensité normative des arbitrages va croissante, de nouveau, à mesure que l'on descend dans la pyramide des normes. Donc pour prendre un exemple, peut-être qui parlera à Jean-Benoît, pensons à l'exemple d'un conflit opposant un syndicat en grève et une entreprise. Au niveau constitutionnel, ce type de conflit, il est arbitré de manière très peu contraignante. La Constitution, enfin je ne parle pas en Belgique en particulier, mais va consacrer la liberté d'entreprise, va consacrer le droit de mener des actions collectives, et puis c'est tout. Le législateur pourrait déjà se montrer un peu plus précis, en énumérant par exemple les conditions auxquelles le droit de grève peut être exercé. L'arbitrage se resserre, mais l'intensité normative reste limitée. Ce n'est finalement qu'au niveau judiciaire qu'une norme individuelle est émise, qui va solder la dispute et va imposer un comportement précis à la partie condamnée. Ce qui m'amène à la question de la justification de ces arbitrages, ce que j'appelle civiliser l'arbitrage. Le droit ne fait pas simplement qu'organiser ce travail de répartir l'impérium entre différents organes, il vient évidemment aussi justifier cet impérium au regard de cette contrainte qu'il impose à la liberté. Et là, je crois que ce qui est intéressant, c'est que si on part effectivement du constat que l'intensité normative va croissante à mesure que l'on descend dans la hiérarchie des normes, la fameuse explication que l'on connaît tous, qui consiste à dire, mais dans un régime démocratique, le droit, il est légitime dès lors qu'il a été élaboré par des instances démocratiquement élues, ne tient pas bien, puisqu'à mesure que l'on descend dans la hiérarchie des normes, la légitimité démocratique se réduit comme peau de chagrin. Alors comment expliquer que l'on soit néanmoins en accord avec ce principe qui est qu'effectivement une administration, un juge vont pouvoir brider de manière effective et immédiate notre liberté. Mais je pense simplement que c'est lié au fait que notre ordre juridique ne reconnaît pas simplement la légitimité démocratique, il est aussi fondé sur une autre légitimité qui est la légitimité experte. La légitimité experte de l'administration, qui connaît les faits, qui connaît le dossier, et évidemment aussi la légitimité experte du juge, dont la connaissance du droit est présumée, iura novit curia, et dont on sait que les productions sont auréolées du principe de la vérité judiciaire. Alors ce qui m'intéresse, je termine par là, je vous rassure, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'aujourd'hui, et probablement est-ce lié au fait que la liberté a pris une telle importance dans notre droit contemporain. Elle n'est pas simplement vue comme un donné indépassable de l'humain, elle est vue comme quelque chose de positif, qui est consacré par le droit lui-même. Cette liberté a pris une telle dimension que la légitimité experte, notamment, n'est plus postulée par le droit. Et donc, la validité, pour revenir à mes 3 niveaux d'imbrication entre normatif et cognitif, ne suffit plus en tant que telle à présupposer, ou à établir plutôt, cette légitimité experte, qui est désormais problématisée par le droit, qui est mise en scène, qui est récupérée par le droit. Il y a une forme, si vous voulez, de juridicisation au carré. Le droit va récupérer, au niveau de la validité, qui va être une validité enrichie, les 2 premiers niveaux du discours cognitif, rationalité et légitimité. À quoi est-ce que je pense? Mais je pense simplement à la montée en puissance très forte, au niveau du juge, par exemple, de l'obligation de motivation. On s'offusque aujourd'hui très fort d'arrêts de cassation qui sont d'une brièveté consternante, notamment grâce à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi de la Cour de justice. L'obligation de motivation est rendue beaucoup plus importante qu'elle ne l'était. Je pense aussi... donc l'obligation de motivation, c'est évidemment en lien avec le premier niveau dont je parlais tout à l'heure, celui de la rationalité. L'acteur, le détenteur de l'impérium doit... Oui, pas de problème, doit expliquer les raisons de sa décision. Et puis il y a par ailleurs
et c'est de nouveau un constat croissant, enfin en tout cas moi je le vois très bien au niveau de l'Union européenne, des exigences de plus en plus fortes qui pèsent sur le législateur et sur l'administration en termes d'obligations de diligence, en termes de consultation des stakeholders, etc., et qui, elles, à mon avis, se reconnectent à la question de la légitimité, le deuxième niveau d'imbrication entre normatif et cognitif dont je parlais tout à l'heure. Alors, donc ce que l'on voit ici, c'est que donc, désormais, les normes habilitant et enserrant l'activité des jurislateurs incluent des obligations relatives donc, à l'explication, premier niveau, et à la justification, deuxième niveau, des normes qu'ils adoptent. Donc le fait pour un législateur d'agir sur le fondement d'un article de la Constitution, de respecter les prescriptions matérielles de la norme suprême, ne suffit plus à présumer l'existence d'explications et d'une justification aux actes qu'il adopte. Pour que ces actes soient valides, c'est-à-dire pour qu'ils soient légitimes en droit, le législateur doit plus que jamais en exposer les motifs, explications, et démontrer par la prise en compte de tous les points de vue qu'il a honoré son mandat représentatif. Alors, il me semble que cette montée en puissance de ce qu'on pourrait appeler le contentieux de la légitimité signe la revanche de ces acteurs de l'ombre, de cette multitude à laquelle nous appartenons, et que la modernité juridique avait relégué aux marges du droit. Alors évidemment, elle replace, ce contentieux replace le juge au centre du jeu, mais derrière le juge, c'est bien évidemment cette multitude, c'est bien évidemment les destinataires des décisions de droit, les premiers utilisateurs du droit qui demandent des comptes, c'est eux évidemment vis-à-vis desquels la décision de justice elle-même va devoir être motivée. Et donc on retrouve la liberté individuelle à la fois au commencement et à la fin du droit contemporain, qui fait de chaque être humain à la fois le premier jurislateur, son propre juge pour ses propres actions, et le dernier jurisdicteur. Donc premier jurislateur parce que le droit lui garantit la liberté de procéder à ses propres arbitrages, le dernier jurisdicteur parce qu'il compose cet auditoire universel évoqué par Perelman, cette multitude au nom de laquelle les arbitrages se font et se défont, ce peuple souverain qui demande des comptes à ses mandataires, le dépositaire d'une intelligence juridique sur lequel est bâti le pari même du droit, celui de légitimer la force, de justifier la contrainte, de civiliser le litige. Alors cette évolution n'est à mon avis pas sans conséquence pour ma thèse de départ, parce que s'y reflète un droit de plus en plus inquisiteur, qui, sous couvert d'assurer leur légitimité, regarde par-dessus l'épaule de ces jurislateurs et évalue la rectitude de leurs arbitrages. Dans ce sens-là, il n'est sans doute pas faux d'affirmer que le droit contemporain encadre avec une telle minutie l'activité même de ces arbitres, des jurislateurs, que dans certains cas, il n'est pas loin de s'en emparer. Pour la donner à qui ? Aux juges, serait-on tenté de dire, sauf qu'eux-mêmes sont emportés par cette crise de légitimité qui leur impose de rendre des comptes. À qui ? Eh bien, à la multitude, je le disais, celle au nom de laquelle le droit est dit, celle dont l'intelligence juridique est un postulat du droit lui-même. Je termine en un mot sur les juristes. Quelle est notre place dans tout cela ? Quel est leur rôle dans ce paysage en mutation ? Je crois qu'il y a deux attitudes diamétralement opposées dont il faut se garder à cet égard. La première, qui à mon avis ne nous guette pas trop, mais consisterait à faire preuve d'un excès de vanité, fondé sur l'idée que c'est le droit lui-même qui fournit la clé des arbitrages sociétaux et qui verrait le juriste confisquer le débat public au prétexte de sa connaissance du matériau juridique. La seconde position, beaucoup plus fréquente à mon sens, et qu'on a rencontrée notamment dans notre réflexion sur le droit en transition, est celle d'une humilité démesurée, où le juriste se cantonne dans un rôle de technicien, de greffier, convaincu que son rôle se situe exclusivement en aval de la délibération démocratique. Attitude très, très répandue, que je crois qu'il faut dénoncer, dès lors qu'on accepte l'idée que le droit n'est rien d'autre qu'un type particulier de discours, qui imbrique du normatif et du cognitif d'une certaine manière. Qu'aucun inventaire des sources formelles ne peut prétendre saisir et figer. Le droit anime l'arène politique aussi sûrement qu'à l'inverse, le compromis politique investit la loi. Pour moi, la loi n'est pas exclusivement du droit et la discussion politique au Parlement n'est pas exclusivement de la politique. Renoncer à examiner le droit avant qu'un jurislateur ait prétendu le concevoir, c'est non seulement se condamner à la myopie, mais c'est aussi ignorer la première mission du droit, qui transparaît dans toute l'œuvre de François, qui consiste à unir la justice et la contrainte, la légitimité et la force. Donc le droit appartient en commun à cette multitude silencieuse des jurisdicteurs, c'est eux qu'il sert en faisant le pari d'organiser et de civiliser leurs relations,
C'est à eux qu'il s'adresse en faisant le pari de son intelligibilité collective. Et donc le rôle des juristes consiste à veiller au respect de ce double pari, en s'assurant qu'aucune cassure ne surgisse dans le spectre de la juridicité, entre les juristateurs, les jurisdicteurs professionnels et les jurisdicteurs, disons, profanes. Donc d'un côté, dans une perspective top-down, je termine, je t'assure, il reste vraiment quasiment rien. Dans une perspective top-down, il leur incombe de livrer des analyses juridiques rigoureuses, susceptibles d'éclairer les autres liseurs de droit, donc de clarifier les contours du jeu du droit, de faire passer le message, si je puis dire, de la sphère officielle à la sphère privée. Mais d'autre part, dans un mouvement ascensionnel, plus bottom-up, évidemment, il leur appartient aussi de montrer aux justiciables que le droit n'est qu'un discours, ce n'est pas un objet inaccessible. Un discours qui entend relier le futur d'une société, dans son versant normatif, à son passé, dans sa dimension cognitive. Un récit collectif, à la construction duquel chacun contribue, fût-ce inconsciemment, et même une voie d'accès privilégiée au débat public, comme le démontre le renforcement du contentieux de la légitimité dont je viens de parler. Le travail notamment de la clinique qu'on a ici s'inscrit pour moi précisément dans cette optique, et on est tout le temps à s'appuyer sur ces nouvelles techniques du contentieux de la légitimité, accès aux documents, invoquer la mauvaise administration, etc., etc. Donc voilà, ce n'est pas aux juristes, évidemment, pas davantage qu'au droit, je crois, qu'il revient d'assurer l'arbitrage social général, mais c'est sa mission d'y contribuer, en veillant à ce que le droit reste toujours cet aiguillon du pouvoir, un bien commun inaliénable, une ressource collective qui n'en finit pas d'instituer la société. Voilà, je vous remercie, c'était un peu rapide, mais voilà.